C'est l'heure de la Brigade, la seule balado 100% francophone qui traite des sénateurs d'Ottawa. Partisans des Sens, à vous de jouer. Bienvenue dans la Brigade. Salut tout le monde et bienvenue dans la Brigade, saison 2, épisode 7. Mon nom est Jean-Philippe Faure, en compagnie comme toujours de Jean-Philippe Fortin ainsi que de Pascal Villeneuve. Aujourd'hui, on reçoit notre collaborateur business du sport, Marc-Olivier Poulain. La semaine dernière, on vous a spéculé sur tout ce qui entoure la vente des sénateurs d'Ottawa, mais comme on ne sait pas grand-chose ultimement, on s'est dit, on va faire appel à quelqu'un qui sait de quoi il parle. Alors, Marco Poulain va venir nous dire ce qu'il en est. Sinon, j'aimerais prendre un moment pour vous rappeler que la Brigade est disponible sur toutes vos plateformes de diffusion de podcasts, ainsi que les vendredis et mercredis sur les ondes du 94.5 Unique FM. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Si vous voulez nous aider, on vous invite à nous laisser un review sur Apple Podcasts, sur Spotify ou sur Facebook. Messire! Oh, Messire! J'aimerais vous entendre. Votre plus beau souvenir hockey. Toute catégorie, toute équipe confondue, toute... Parce que là, tu fais remonter des souvenirs, des bons souvenirs, des mauvais souvenirs. J'étais un partisan des Nordiques dans leurs pires années à vivre. Vas-y, donne-y. Moi, je me rappelle jeune, là, puis les Nordiques n'étaient pas bons, là. C'était après là, les dernières années de Michel Goulet, puis c'était dans les années que j'avais le droit d'écouter, je pense, une période, tu sais, ou une période et demie, ou deux, ou puis là, c'était trop tard, fallait que j'aille me coucher. Fait que j'imagine qu'on parle des années début 90, je suis né en 79, fait que j'avais peut-être 10 ans, ou une affaire de même. Puis je prenais ça à cœur, puis j'écoutais ça dans le sous-sol avec mon père, puis avec mon frère, puis on écoutait ça, puis eux, ils avaient connu les belles années juste avant, mais... Puis là, je m'en allais, puis je montais en haut, puis là, ma mère, elle dit « Qu'est-ce que c'était là? » Là, je pleurais. Elle dit « Pourquoi tu pleures encore? » « Ben, il a encore perdu! » J'étais capotant. Mon souvenir des Nordiques de hockey, là, c'est d'écouter ça l'hiver dans le sous-sol. Il faisait chaud, puis ils perdaient tout le temps. Écoute, je pense qu'ils ont le record de l'année avec le moins de victoires de l'histoire de la Ligue nationale. Là. Je pense qu'il y avait eu comme 12 victoires dans une saison d'affaires de même. Mais ça, c'est pas un beau souvenir. Il va falloir que je réfléchisse un peu plus pour le beau souvenir. C'est suite à ça que tu t'es acheté un chandail de Matt Sundin. Exactement. Parce que tout le monde avait un chandail de Sakic. Fait que j'ai dit, on va mettre quelqu'un d'autre. Sundin, il était pas pire, lui. Il s'en vient pas pire, lui. M'a prendre lui, je vais être différent. Puis c'est ça. Tu vois, j'ai acheté le chandail de Sundin, il est parti. J'ai acheté lui de Chabot, là, il est plus bon. Ben, il est plus bon. C'était une façon de parler. Mais non, depuis qu'il est revenu, il est meilleur un peu. Fait qu'il faut que j'arrête de m'acheter des chandails. C'est ça que ça veut dire. Mais dans les beaux souvenirs dans ces années-là, c'était d'aller au Colisée, voir les games. Les games des Nordiques, c'était spécial. On partait du Saguenay, puis des belles sorties, c'était tout le temps plein. Puis... Mais mon plus beau souvenir, je pense, le moment qui va me rester toujours marqué, c'est le match de 2007, le 5e match contre Buffalo en après-midi. J'écoutais un peu la game en après-midi. Je travaillais dehors sur le bicycle à Philippe. J'étais en train d'y assembler un nouveau bicycle qu'il y avait eu. Je me rappelle plus trop quoi. Puis là, je rentrais en dedans, écouter un peu la game. Puis je ressortais à travailler. Puis là, je suivais avec. Puis là, à un moment donné, je me trompe pas, c'était en prolongation. Fait que je dis, OK, là, je vais rester en dedans, je vais checker la prolongation. Puis là, Alfredson qui a scoré le but. Je pense que c'est vraiment là que mon amour des sénateurs a vraiment comme cliqué puis a vraiment embarqué. Là. C'est un flash que j'ai qui va toujours me rester. Un autre qui va toujours me rester, c'est par rapport avec les sénateurs, c'est le Golden Goal. Je ne sais pas si vous vous rappelez du Golden Goal. Sidney Crosby. De Sidney Crosby aux Olympiques. Ah ben oui. Ça, c'est 2010, c'est ça? Oui. 10. Ça, j'avais ma fille sur moi qui avait à peu près 1 an, sur mes genoux, qui faisait juste pleurer. Puis sa seule façon d'arrêter de pleurer, c'était quand je mettais sur mes genoux devant la TV. Je sais pas pourquoi. J'écoutais toute la game comme ça. Puis quand Crosby a scoré, là, les deux, on a levé dans les airs. Elle a un peu plus, puis j'ai cogné la tête au plafond. Puis, non, c'était de quoi? Tu sais, il y a des moments comme ça qu'on se ferme les yeux puis on les revit comme si qu'on était là. Puis, un dernier. Attendez, on va s'en sortir un dernier. Finalement... Ce qui m'a fait... des fois, c'est en parlant... Tu te laisses tout seul, ouais. Ce qui m'a fait vivre le plus d'émotions en dedans, en shaker en dedans, c'est quand Alfredson est revenu au warm-up. Pour son contrat pour signer son contrat d'une journée. Puis, il n'y avait plus de billets. Fait que il n'y avait plus de billets, fait que je disais, quand on ira pas. Puis ma femme avait regardé, avait fouillé, puis avait trouvé qu'il y avait des billets debout qui avaient été vendus. C'est rare qu'ils vendent des billets debout où c'était ici.
Fait qu'elle m'avait trouvé des billets debout, mais nous autres, j'étais allé avec Phil, on était descendus en bas pour le warm-up parce qu'on pouvait descendre en bas puis regarder en bas. Puis, fait qu'on avait... Puis là, on l'attendait, on crié Alfie. Puis là, j'avais ma caméra prête pour quand il allait sortir. J'avais de la misère à tenir ma caméra dans les airs, tellement que le feeling, là, la vibe qu'il y avait, là, les bras me shakaient, j'avais de la misère. Ça c'est vraiment trois photos là, que je peux vraiment, là, je pourrais t'es décrire, là, je pense, jusqu'à la fin de mes jours. Wow. JP, est-ce que tu as fait ça? Ben là, j'avais Daniel Alfredson pour son retrait d'une journée. Là. Je pense que j'avais versé une larme cette journée-là. C'est vrai? Ouais. Je l'avais vraiment appris émotionnellement. Puis on en avait parlé avec Nicolas, ça, l'année passée. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Mais concrètement, je pense que mes plus beaux souvenirs de hockey en tant que spectateur télévisuel, je dirais le match demi-finale, c'était en 2009, Canada Junior contre les Russes, où ce que Jordan Eberle avait marqué là, il restait 10 secondes. Là. Je sais pas si vous en souvenez. À Ottawa, justement, c'était le championnat du monde à Ottawa. Puis je pense que c'était en demi-finale, puis Eberle avait ramassé la rondelle à l'avant du net. Le défenseur des Russes avait comme mis à genoux pour bloquer le lancer. Il avait shaké le puck. Eberle avait pris le retour, il avait déculotté le gardien de but, ça avait été pour closer, pour mettre égal la game, je pense, puis il avait gagné en prolongation. Mais ça, je pense que ça a été tout qu'un moment, ça, c'était le fun à regarder. C'est vrai que le championnat junior, dans le temps de Noël, c'est un classique. Ça crée tout le temps des bons souvenirs. Un classique. Ouais, nous autres, on est tout le temps sur le bord de la famille de mon père, puis le match joue en background, puis on se mange la dinde, puis c'est malade. Ouais. Mais t'as parlé, Pascal, tantôt des Jeux olympiques de Vancouver, le Golden Goal. Oui. Mais moi, je vais retourner 4 ans plus tôt à Salt Lake City. Souvenez-vous de ces Jeux-là? Canada masculin et féminin avait gagné l'or. Mais je me souviens particulièrement du match d'équipe féminine contre les États-Unis. Ils avaient passé, je pense, pas loin de la moitié du match dans la boîte de punition. La moitié du match avait été en infériorité numérique et avait réussi à gagner ce match-là. Je me souviens, j'écoutais ça avec mon frère dans le salon chez mes parents, puis on capotait nos vies. Oui, les hommes, c'était le fun, mais cette année-là, les femmes, ça m'avait particulièrement. Puis c'est la première fois que j'ai vraiment remarqué le hockey féminin. C'est-tu l'année qu'à la fin, Canada perdait par un but, ils ont retiré leur gardienne? Je pense que oui. Les Américaines ont dégagé, puis ils ont dégagé sur le poteau. Je pense que oui. Du but. Canada est reparti de l'autre bord, puis ils ont scoré pour égaliser, puis après ça, en prolongation. Ah, c'était malade. Ouais. Puis sinon, je peux pas ne pas parler de 2017. J'habitais à Montréal dans ce temps-là. Mon frère était venu une fête pour le travail à Montréal, puis on était sortis dans des bars. Puis c'était les matchs de sénateurs partout. Le monde capotait bien raide. Ouais, c'était spécial, ça. Puis c'était pas juste à Ottawa. Les gens étaient derrière les sénateurs. Ouais. At large, là. Ça, c'était malade. Les gens allaient attendre les joueurs quand ils revenaient en avion. Là. Ils allaient les attendre à l'aéroport. Ouais. Ça, c'était nice. Ouais. Des beaux moments. Des très beaux moments. On a hâte, hein? Sur cette nostalgie, JP. On a hâte que ça revienne. Sur ces beaux moments de nostalgie, qu'est-ce que tu nous réserves dans ton warm-up aujourd'hui? Oh, c'est pas un warm-up qui sortira de l'ordinaire. En fait, très petit warm-up. Premier sujet, Tim Stützle a battu dernièrement, en date du 29 novembre, le record d'Alexandre Daigle pour le plus de buts avant l'âge de 21 ans dans l'organisation. Appel à tous. Donc, les sénateurs ont confirmé que le retour du concours d'habileté, ça aura lieu le 7 janvier. Vous pouvez consulter le site des sénateurs pour vous procurer des billets. Une nouvelle qui sera très intéressante pour plusieurs. Un vote qui a été tenu public dans l'organisation. Et c'est Nick Holden qui a remporté le concours de la plus belle moustache durant le mois de novembre, pour le Movember. Et durant le voyage en Californie, c'est Jake Sanderson qui aura marqué son premier but en carrière. Et voilà, ça fait le tour du warm-up. Il s'en est passé des choses dans la sénatosphère. Un but qui va se rappeler, pas pour les bonnes raisons, pas parce que c'est un beau but. C'est probablement son moins beau but de toute l'histoire de ses buts.
Mais quand on va demander ton plus beau souvenir, lui, d'après moi, ça va être ce but-là. C'est le fun de voir les jeunes vivre des moments comme ça. Puis Brady, en tant que, tu sais, c'est pas un capitaine à moitié. Tout de suite, il s'est tourné. Ah, c'est toi! Il s'est penché, ramasse la puck, s'assurer d'y donner. Un but, c'est un but, Pascal. Ouais, non, je sais. Il y en a qui comptent des buts en fonçant dans le goaler, puis ils font des carrières avec ça. Fait que c'est pas la beauté du but. Qui se pointe là? Ah non, personne. Vous autres, le concours d'habileté, en tant que fan, c'est quelque chose qui vous intéresse ou bien c'est plus pour les jeunes, c'est plus jeunes enfants? J'aimerais ça l'essayer, y aller en personne. Je vais y aller quand mon gars va être un peu plus vieux. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai jamais suivi ça avant vraiment. Tu écoutes les résultats. Ah, c'est un tel qui était le plus vite, c'est un tel qui avait le tir le plus fort. Mais je suis pas ça, ces réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Mais j'aimerais ça y aller. Fait que je vais regarder ça cette année, voir quel genre de vibe que c'est. Par le passé, je me souviens qu'il y a eu certaines éditions où tu sais, des fois, c'est toujours un joueur ou deux qui sont un peu plus charismatiques, qui vont faire un peu plus qui vont essayer de faire un spectacle, qui vont essayer de faire rire, tu sais, qui vont faire des choses. Des années, ça a l'air d'être super plate, il n'y a rien qui se passe. Mais je pense que les sénateurs devraient miser sur cet événement-là pour animer, pour vraiment créer un happening pour la famille. Là. C'est ça que j'ai hâte de voir, quel genre d'atmosphère que c'est. Fait que non, je vais regarder ça. Puis pour Timmy, si on refait ce repêchage-là aujourd'hui, là, ben oui. Ben, d'après moi, les sénateurs ont les 2 meilleurs picks dans les 10 premiers. Là. C'est même pas contestable. Je me garde certaines réserves avec Sanderson, mais tout cela, c'est... OK, mais qui tu mettrais dans les picks? Là, qui tu mettrais avant Sanderson? Personne, là. Je veux dire, tu mets pas Byfield, tu mets pas... je l'aime bien. Il y a un Lucas Raymond l'année passée qui a quand même bien joué. Cette année, on entend moins parler, par exemple, on dirait. Moi, je pense que... Ah non, je dis pas que c'est pas vrai, mais j'ai juste l'impression... Ils ont été critiqués, mais je mets Timmy numéro 1, par exemple. Ah ouais, tu refais le repêchage aujourd'hui, il sort numéro 1. Mais j'ai confiance que Lafrenière et Byfield pourraient devenir des quand même solides joueurs. Là. Ça reste potentiel. Je pense que Timmy, il a montré des choses que les autres n'ont pas montré. On pense qu'ils vont le faire, tu sais, puis on a confiance. Puis probablement que Byfield, c'est le genre de joueur qui va probablement se développer un peu plus lent, mais qui va être le genre de joueur de playoff, peut-être, plus qu'un joueur comme Stutz-là. Mais pour l'instant, on ne regrette pas nos choix. Pas du tout. Du tout. Hey, petit complément d'information, messieurs, on va en savoir plus sur le destin de Alex Formenton, parce que la date limite pour le signer est le 1er décembre. Donc, on va savoir ce qu'il en est, ce qui va être échangé en Europe. 1er décembre, ça veut dire qu'en date de l'enregistrement, on ne le sait pas. Quand l'épisode va être sorti, on va le savoir. C'est ça. On pourra en parler davantage au prochain épisode. Exactement. Avez-vous vu la moustache de Brady Tkachuk? Non. Il n'y a rien à voir. Il y en a une à pendouille sur le long de la bouche. Seigneur, ça prend une fois zoomer à 12x. Là. Moi, je vais juste dire que je vais vous poser une question. Qu'est-ce que notre collaborateur JF Demers et Brady Tkachuk ont en commun? Ils sont pas capables de pousser une barbe. Exactement. C'est vrai? Faudrait qu'il nous envoie une photo, JF. Ah, je vais t'arranger ça. On va mettre ça sur Twitter. On devrait faire ça l'année prochaine, nos moustaches. C'est encore la mode, les moustaches. C'est encore la mode Movember. Ben oui. Oui, quand même. Est-ce que ça marche? Ben, je sais pas si vous avez vu, Marc Brassard a tweeté cette semaine. Lui, il a du solide depuis des années. Lui, il a du solide. Mais Marc Brassard a tweeté cette semaine, puis disait, je pense que les sénateurs, au moment du tweet, avaient amassé 900 $. Mais on parle des sénateurs d'Ottawa, on parle des joueurs de hockey professionnels. Là. Maintenant, on le fait ou on le fait pas. Là. Je pense que, comment est-ce qu'il s'appelle? Bunks Mullet avec son Money on the Board. Je pense il en fait plus que ça dans une soirée. Dans quelques instants, on reçoit Marc-Olivier Poulain. On entame les dernières minutes de jeu. La brigade déploie son 6e attaquant. Il est maintenant un habitué de la brigade, notre spécialiste business. Marc-Olivier Poulain est avec nous. Comment ça va, Marco? Ça va super bien, vous autres, les gars? Monsieur nous parle du Nicaragua. Oui, en direct de l'Amérique centrale, du Nicaragua cette semaine. Justement, je suis pas le hockey ici, je suis le baseball, par exemple. On change de sport un petit peu. C'est gros le baseball là-bas? Oui, sport national. C'est vrai, ouais?
Vous avez pensé quoi de l'hommage aux Expos du Canadien de Montréal avec leur chandail Reverse Retro? Ah, bon point. Je trouve que c'était... Honnêtement, c'est pas les plus beaux, mais comme je trouve qu'ils passent. Ils sont corrects. Je trouve qu'ils en ont fait beaucoup pour ce chandail-là, par contre, avec une mascotte et tout qui s'appelle Metal autour de cela, mais je crois que c'est des chandails corrects. C'est pas les plus beaux third jersey, comme on dit, que le Canadien a déjà eu. Vous autres, les gars? Pour un daltonien, là, ça passe pas pantoute. Vraiment, là, ça me donnait mal à la tête. J'étais étourdi de regarder ça. Ça marchait pas pantoute, ces couleurs-là. Ils partent déjà probablement avec 2 prises là, pour continuer l'analogie du baseball. Fait que peu importe la couleur pour moi. Mais non, moi, ça passait pas. Ouais, c'est un beau clin d'œil, mais c'est pas une merveille comme chandail. Je trouve cool la mascotte, par exemple, là, le petit frère à Youpi. On va se le dire, Metal a l'air de Youpi qui s'est fait raser. Là. Ouais, ça ressemble pas mal à ça. Ils ont laissé la moustache pour Movember. Moi, personnellement, je trouve que l'idée était bonne, mais qu'elle a été extrêmement mal exécutée. Dans quel sens? La couleur Ils n'ont rien fait. Ils ont juste changé le rouge pour du bleu poudre. Ah, OK. Ils auraient pu mettre des petites lignes rouges, changer la fonte des numéros pour reprendre celle nordique. Il y a quelque chose qui aurait pu être fait de vraiment le fun. JP, son côté designer, qu'est-ce que tu veux? qui ressort. Faut pas oublier, mais ici aussi, que ces chandails-là sont faits en partenariat avec Adidas et la Ligue. Donc, c'est comme 3 personnes qui ont leur mot à dire un peu sur le chandail et sur leur approbation. Donc, même si on a des idées super flyées, le Canadien ou les Sénateurs, peu importe le club, Adidas a son mot à dire, puis la Ligue nationale aussi. Ben, les Sénateurs sont quand même allés flyer cette année, puis je pense pas qu'on en a parlé sur aucun épisode à date. C'est parce qu'on les a pas vus. Ben oui. Non, parce que les Sens, encore une fois, ça c'est revient long, aux hein? affaires qu'on discute tout le temps. Ils ont pas une grosse machine marketing, et de un en ailleurs, sont pas... ils ont tellement de choses à essayer de promouvoir en ce moment, dont la vente de billets, que des suppléments comme ça, comme un 3e chandail, pour eux, ça devient un ajout pour la petite équipe marketing qu'ils sont. C'est quasiment un fardeau plus que d'autres choses. Là. Exact. Donc, ils n'ont pas le temps de se mettre trop là-dedans. Je peux les comprendre en partie. Ils se font imposer ça par la Ligue. Puis pour eux, c'est pas une priorité, comme on dit. J'ai hâte de le voir sur la glace, ce chandail-là, par exemple. Ben oui. Je pense qu'il reste plus beaucoup de clubs, à part les Sénateurs qui l'ont pas mis encore. Là. Il doit en rester 4. On crée des attentes. C'est comme ça que le marketing. C'est ça. On crée un buzz. Exact. Ça va être une grosse soirée, une grosse cérémonie. On va nous sortir ça. Un gros mardi. Un paquet d'anciens. On va célébrer l'histoire des Sénateurs. Ben non, ils vont rien faire. Ça va peut-être être la soirée en lien avec Wade Redden qui vient d'annoncer. En plein lundi, ouais, c'est ça. ouais. Tout en même temps. On parle de vente de billets. Ah, c'est ça. C'est sûr. C'est ça l'objectif pour eux. Fait qu'ils veulent essayer d'avoir une petite plus-value. Là. On va parler aussi des clubs canadiens. Exemple, aussi, tous les chandails de warm-up qui appellent les chandails de l'échauffement. Les Edmonton ont commencé à en mettre un peu plus, mais c'est pas très fort pour Montréal, Ottawa, Toronto, à part la soirée pour le cancer ou l'armée, ils font pas nécessairement de chandail qui sortent de l'ordinaire pour les warm-up, comme, exemple, les Sharks de San Jose font. Les Sharks, je pense qu'ils ont au-dessus de 10-12 chandails par année pour le warm-up, qui revendent par la suite. Les Sens ne sont pas là, mais encore une fois, ça revient. Il faut une grosse équipe en arrière de ça pour faire toutes ces belles choses-là. Mais c'est vrai ce que tu dis, par exemple, les Canadiens et les Maple Leafs le font pas beaucoup non plus. C'est des clubs Original Six, hein? On protège leur marque un peu plus. C'est difficile. C'est Boston, c'est vrai. Tu le vois pas non plus beaucoup. Là. Au Canada, les seuls qui ont commencé, c'est Edmonton. Puis c'est beaucoup relié à, si on veut, pour les peuples autochtones. Fait que c'est des soirées reliées avec des chandails qui ont été designés par quelqu'un de la communauté autochtone. Donc, il y a un lien à faire avec tout ça. Là. Mais les autres, c'est pas beaucoup, comme on dit. Vancouver aussi, j'ai vu, je pense. Sur ce, Marco, les Sénateurs sont à vendre. Le dossier est chaud. Ouais, c'est un dossier chaud. On en parle déjà depuis près d'un mois actuellement, je pense. Mais les scènes sont à vendre. La pancarte n'était pas nécessairement mise en avant du 115e Tire, mais les gens s'en doutaient. Il est arrivé un bel article de, si on veut, je crois que c'était Athletic et Sportico qui ont sorti ça. C'est Athletic qui l'ont sorti juste après que Sportico ait sorti la valeur du club. Et là, tout d'un coup, les rumeurs sont parties à gauche et à droite. Les Sens ont pas démantelé. Finalement, ont confirmé le tout par la suite, que le club était à vendre, mais c'est un processus qui était déjà en branle depuis quelques mois, à ce
qu'on pouvait lire, là, que justement, il avait engagé une firme à New York pour essayer d'aller tâter le terrain, si on veut, voir l'intérêt. Puis l'intérêt, là, on va se le dire, il y a beaucoup de groupes. On commence à entendre de plus en plus de choses. On parle d'une vingtaine, là, quasiment, de groupes, là, comme c'est fou raide. Selon moi, c'est même plus, mais par contre, il faut aussi prendre en considération que dans ces 20 groupes-là, il y en a beaucoup qui vont se jumeler ensemble. Oui. Puis il y avait Will Ferrell qui était intéressé, mais à 1000 $. Il attend que la valeur baisse encore. Il est un petit peu petit, tu sais, mais on parlait de certains noms on parle depuis longtemps, les André Desmarais de ce monde qui a un attachement avec la ville d'Ottawa. Là, on parlait qu'André Desmarais serait fort possiblement, c'est ça la dernière rumeur, en partenariat avec les 2 magnats de l'immobilier de Toronto, les frères Kimmel, 2 multimilliardaires de là-bas. Donc là, on a déjà une petite formation ensemble. On a, on a Michael Adlauer. JP Adlauer. Ouais. Non? Je peux te le dire. Donne-moi 30 secondes. On va dire Michael. De rien. Vas-y, JP. Ouais, parce que moi, je pourrais pas. Michael Andlauer. C'est ça. Michael Andlauer, qui est un actionnaire minoritaire du Canadien à 20% depuis, en fait, qui a fait l'achat avec Jeff Molson il y a de là une dizaine d'années. Lui, apparemment, qui serait en partenariat avec Rocco Tullio, qui est un autre homme d'affaires très influent dans la région de Toronto. Il y a là aussi une autre personne très connue en Ontario, le CEO de Farm Boy, Jeff York, qui serait intéressé à l'équipe. Puis on en passe, là, il y en a plusieurs. La majorité de ces groupes-là sont tous entrés en contact avec la personnalité connue qu'on voudrait tous qu'il soit propriétaire des Sénateurs, Monsieur Ryan Reynolds. Donc, ce qui est arrivé, c'est que quand les groupes intéressés ont parlé à la Ligue nationale, mais aussi tout essayé de parler avec Ryan Reynolds pour, si on veut l'avoir de leur côté. Mais si on parle d'un move, on va dire en anglais, l'anglicisme, un move stratégique, moi, si j'étais lui, c'était dans ses chaussures à Ryan Reynolds, j'attendrais vraiment avant de faire le bon choix du bon groupe, savoir vraiment c'est qui les candidats sérieux, les groupes qui vont être choisis pour potentiellement acheter le club, mais tout ça pour dire que l'intérêt est là, puis ça fait du bien de voir ça, ce qui se passe en ce moment avec Ryan Reynolds, c'est quoi les sites de dating pour les filles qui cherchent un sugar daddy? Là? Comme lui, il est assis, puis il check ça, le swipe à gauche, swipe à droite, il choisit avec lequel il va vouloir aller. Là. Puis c'est la même chose, on a parlé, je crois que c'était un peu avant l'été, il parlait de Daniel Alfredson aussi à un certain moment, puis c'est la même chose pour lui. Tu sais, les groupes éventuellement aussi vont contacter un gars comme Alfredson. S'il y a de l'intérêt à joindre, puis Alfredson, ça va être la même chose. Il va attendre de voir c'est qui le groupe le plus intéressant, puis il va essayer de se joindre à ce groupe-là. Mais Reynolds, c'est dans un autre niveau, là, si on veut. Penses-tu que autant Ryan Reynolds ou Daniel Alfredson... Parce que moi, ma peur, c'est qu'on se ramasse avec un groupe de Ryan Reynolds contre un groupe de Daniel Alfredson, tu sais? Non, je crois pas. Je crois que ça va être... Il faut que ça passe, et d'un, comme je disais, par la Ligue nationale, qui vont faire des approbations des groupes sur les... On dit le terme en anglais sur les bids, sur l'enchère, parce que c'est rendu une enchère là, aussi. Là, on parle d'une évaluation du club à près de 700 millions de dollars américains, mais on s'entend pour dire que c'est une enchère. Le club devrait partir autour du 800, 900 ou presque autour du 1 milliard. Donc, ça va être dans les groupes les plus solides, c'est à ça que Ryan Reynolds va joindre. Quand la Ligue va faire son approbation sur les 2-3 ou les 2... Si on veut finaliste, puis ça se peut qu'on ne sache même pas, nous autres, le grand public, là, ça se peut que ça se fasse en arrière des rideaux, mais Ryan Reynolds va joindre un de ces groupes-là par la suite, c'est tout. Puis il va être là à 5-10%, peut-être, là, 15% sinon. Penses-tu qu'un gars comme Ryan Reynolds va se joindre à un groupe puis va espérer que c'est celui-là qui va finir par être choisi? Ou va se négocier une deal avec les groupes les plus probables à gagner puis se joindre à celui qui va finir par gagner? Non, il va se mettre avec un groupe qui va être probablement le favori, là, rendu à un certain point. Là, mais il va pas. Je pense pas qu'il y ait une décision qui va se faire pour lui tout de suite, malgré que ça va quand même très rapidement. Parce qu'il faut pas oublier. On parle de janvier là, pour commencer à connaître les joueurs vraiment sérieux. Là. Ouais, pour commencer à connaître les joueurs, mais après ça, ça revient à ce qui se fait avec la NCC, la CNN, la Commission de la capitale nationale à Ottawa. Le deadline actuel, je me trompe pas, c'est fin août pour soumettre les plans qui doivent être approuvés pour la construction. Donc, le groupe veut pas, c'est ça. Après, eux autres, il faut qu'ils vont avoir du pain sur la planche pour travailler avec. Mais là, les sénateurs leur ont déjà envoyé les plans, ce qui a été approuvé. Eux autres, il faut qu'ils partent de ça, puis il faut qu'ils finalisent leur proposition à eux.
qui doivent être approuvés pour la fin août, début septembre, afin d'avoir un début de construction en 2024, je crois, qui est envisagé. Donc, ça va être très rapide, mais ça, c'est la grosse portion intéressante pour beaucoup de groupes. On parlait d'André Desmarais, exemple, qui est un des noms, point de vue francophonie, qu'on va reconnaître. Mais lui, c'est pas la personne, si on veut, d'immobilier. Donc, c'est pour ça qu'elle va se mettre avec une autre personne qui a un côté immobilier, parce que dans le projet de la NCC, mais il va avoir, on parle au-dessus de 200, 300, 400 logements. Là. Fait que ça, c'est intéressant là aussi, mais ça devient intéressant pour une personne qui a de l'expérience en immobilier et pas quelqu'un qui est ouvert dans ce domaine-là puis qui pense qu'il va arriver puis wow, c'est un beau projet. Il faut que tu aies quelqu'un qui a de l'expérience puis qui sache ce qu'il fait. Je pense pas qu'on va avoir un propriétaire unique. On va avoir un consortium de 2, 3 à 4 personnes, fort probablement, qui va être propriétaire des sénateurs dans les prochains mois. Tu parles d'André Desmarais. Vous me corrigez si je me trompe, mais à l'époque où Eugène Mernick avait gagné le bid pour les plaines de Breton, c'était contre André Desmarais. C'était contre. Contre André Desmarais et j'oublie son nom, le monsieur du Cirque du Soleil. Guy Laliberté. La Liberté. Donc, André Marais, La Liberté et une personne de Gatineau qui était fort probablement dans le groupe, ça n'a jamais été confirmé, mais Jean-Pierre Poulain, qui était le mineur, qui était pour la portion plus immobilier local. Mais eux autres ont perdu. C'est qui sa compagnie, lui? Contre le groupe de M. Belnick. C'est DevCore. Ah, okay. DevCore Immobilier à Gatineau. OK. Les autres faisaient partie, justement, c'était contre le groupe avec M. Melnick, où est-ce qu'il y avait justement le gars de Minto, qui probablement lui aussi va essayer de se faire un groupe, avec aussi Gilles Desjardins de Brigil dans le temps. Puis finalement, ça avait été le groupe avec Melnick qui a été choisi, puis on va pas retourner là-dedans, tout le reste de l'histoire qui est arrivé, finalement. Il y a eu, qui n'est pas fini. Ben non, c'est ça. C'est parti, ça a été fini, je crois, avec le décès de M. Melnick. Je crois qu'il avait lâché. C'est vrai? C'est vrai? Je sais pas. C'est ça que j'avais lu, moi, dans les derniers rapports par rapport à ça. On remonte à il y a 2-3 mois, mais je crois que ça avait tombé à l'eau. C'était pas mal fini, la poursuite, par rapport à ça. En tout cas, on ne reviendra pas là-dessus. Je l'espère juste que c'est terminé. Ben, si oui, tant mieux. Ça ne peut qu'aider le reste du processus, là. Ah, assurément. Mais on s'entend que maintenant, Anna et Olivia Melnick vont déjà avoir une retraite dorée à 30 ans, ça c'est sûr. Là. Ils sont très contentes parce que la rumeur aussi voulait que il y a une de ces personnes-là, je pense que c'est Rocco Tullio, que je parlais tantôt le nom, qui avait essayé de faire une offre à Melnick l'an passé pour acheter le club. Ça, c'était dans les rumeurs aussi, là, il y a un an et demi, pour acheter le club aux alentours du 500-600 millions. Puis on voit que Melnick a été gagnant, même s'il est décédé par la suite, de ne pas avoir vendu le club, parce que là, ça va être un autre 200-300 millions de plus que ses filles vont pouvoir hériter. Ce qui est quand même majeur à ce point-ci. On parlait qu'il y avait des dettes en masse, fait qu'il attendait d'avoir au moins le montant de ses dettes, ou je ne sais pas si les filles ont hérité de ça aussi. Sa situation financière n'était pas tout à fait au beau fixe, là? Non, parce qu'il y avait d'autres entreprises privées, il y en avait qui étaient partis en faillite, etc. Il y avait assurément des dettes. Je pense pas qu'on parle de dettes à hauteur de 3, 4, 500 millions, là, mais d'après moi, il doit en avoir une dizaine de millions de dettes, là, c'est sûr et certain pour une personne comme ça. Et puis le club, ça n'a pas été tout rose dans les dernières années pour le club. Dans les 5-6 dernières années, le club était quand même en perte, outre la saison qui a fait les séries. Donc, les filles, en ce moment, roulent sur l'argent qu'il y avait ailleurs accumulé. C'est un conseil d'administration qui gère tout ça. C'est pas les filles qui gèrent ça, c'est le conseil d'administration qui prennent les décisions. Mais là, quand toutes les dettes vont être payées, ben ça va revenir à ses filles, tout ça. Fait que, comme je dis, eux autres sont bien heureuses de cela, d'avoir une bonne retraite dorée. Je sais pas s'ils vont garder un rôle, hein? Parles-tu qui vont garder un rôle, qui vont rester impliqués, est-ce qu'elles pourraient être partie du consortium? Ils ont de l'intérêt. Ouais, ils ont de l'intérêt à être minoritaires, vraiment petits, pour peut-être avoir un rôle dans le club, éventuellement. On s'entend, comme je répète, ils ont à peine 30 ans. Là. La plus vieille, la plus jeune n'a même pas 30 ans encore. Donc, eux autres, c'est sûr que si un jour ils pourraient avoir un rôle de gestion, puis je donne l'exemple de ce qui a été fait à Détroit, en fait, qui était l'ancien propriétaire des Red Wings, c'était lui qui possédait Caesars, les pizzas. Little Caesars Pizza. Mais quand il est décédé, il possédait le club et tout, mais c'est sa fille qui a pris. Puis là, c'est sa fille, il veut pas qui gère le club actuellement, puis qui est propriétaire. Mais elle était un peu plus vieille, par contre, quand c'est arrivé, elle était déjà rendue dans la quarantaine, presque cinquantaine. Donc, elle avait quand même déjà de l'expérience professionnelle ailleurs avec Little Caesars. Mais là, on parle de deux filles qui sortent à peine de l'université et qui n'ont pas nécessairement d'expérience professionnelle. De là, la différence, je pense pas qu'ils sont prêtes actuellement à occuper un rôle
prépondérant dans le club puis avoir un rôle majeur avec une grande implication pour le moment. Marco, moi, je peux avoir l'air inculte, là, mais tantôt, tu as soulevé l'information que les sénateurs valent 700 millions de dollars selon le site Sportico. Qu'est-ce qui quantifie ce montant-là? Genre, pourquoi les Maple Leafs valent 2 milliards? Pourquoi les Canadiens valent 1,5 milliard? Qu'est-ce qui fait que les sénateurs valent... Plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. C'est tout ce que l'entreprise... On dit les Canadiens de Montréal, exemple, mais c'est le groupe CH. On parle Maple Leafs de Toronto, mais c'est MLSE et tout ce qui vient autour aussi. Donc, ce qui vient se rattacher aussi au club en tant que tel, exemple, l'Arena, s'ils sont propriétaires de l'Arena, ben ça, c'est un gros plus. Combien est-ce que l'Arena vaut, tout ce qui est autour, tout ce qui on part de loin, là. Toutes les recettes que l'Arena peut générer en dehors de juste le club de hockey aussi, donc les concerts, exemple, etc. Dans l'Arena, combien de pourcentage d'argent qu'ils vont faire là-dessus, de revenus sur tous ces concerts-là. Par la suite, ben, c'est l'image du club, donc tout ce qui est les commanditaires, combien ils touchent en revenus de commandite par année, combien ils touchent en revenus de broadcasting, télévisuel par année, c'est quoi les potentiels mais les revenus des billets, le potentiel des billets, s'ils font les séries éliminatoires, combien ils peuvent aller chercher, l'image du club marketing, donc tout ça, ça a une valeur, juste l'image en tant que telle, un nombre de chandails vendus à travers le monde d'une équipe comme les Leafs, les Canadiens, les Rangers, c'est énorme parce que c'est les Original Six, c'est un logo que, si on veut, qu'il y a un plus grand impact que seulement dans leur ville, mais c'est vraiment partout en Amérique du Nord, puis au travers le monde, quand on parle du Canadien ou quand on parle des Yankees de New York, des Maple Leafs, des Rangers. Donc ça vient tout en ligne de compte. Il y a plusieurs facteurs qui viennent là-dedans. Puis c'est là comme ça qu'ils viennent évaluer le club pour dire en fait combien que le club vaut. Le fait aussi que le club est au Canada, souvent, mais ça a un impact négatif. On s'entend que le Canadien n'est pas au top de la liste. Les Maple Leafs le sont, mais il faut imaginer si ces clubs-là étaient à New York. C'est comme New York, si c'était une franchise comme les Canadiens ou comme les Leafs, encore plus, puis ils sont quand même très, très bien, ils ont quand même une grosse histoire, mais c'est pas l'histoire du Canadien ou des Leafs. Il faut dire que ça vaudra encore plus, là. Le fait qu'on est au Canada, on perd un petit peu de valeur tout le temps, ça, c'est sûr et certain. Mais en même temps, de l'autre côté, contrebalance, c'est des clubs canadiens, il n'y en a pas beaucoup, il y en a juste 7. Ça devient intéressant aussi. Marco, tantôt, tu as dit les sénateurs ont envoyé les plans du nouvel aréna au groupe. Ça, c'est un fait ou c'est ta théorie? Non, ça, c'est un fait. C'est arrivé la semaine dernière. En fait, c'est un fait. Ça a été soulevé par 2-3 journalistes, là, dont Bruce Garriott dans Postmedia, en fait, les groupes intéressés ont demandé à la Ligue d'avoir justement les états financiers du club, savoir comment ça se passait, voir c'est quoi les plans qui ont été soumis à la capitale nationale aussi pour la construction de la nouvelle aréna, c'est quoi l'entente, où est-ce qu'ils sont rendus dans l'entente, c'est quoi les prochaines étapes, ce que ça doit inclure. Donc, ils font une analyse globale, ensuite de leur propre analyse de ce que le club vaut actuellement avant de faire un offre. Donc, tous les groupes ont accès à ça. De par la Ligue nationale. La Ligue nationale, en fait, devient un peu le middleman, comme on dirait en anglais, pour les aider là-dedans. Si on veut, les gens intéressés à soumettre une offre dans cette enchère. Puis quand on parle de la Ligue nationale, il y a Gary Bettman, mais Gary Bettman, lui, dans le fond, tout ce qu'il fait, c'est qu'il représente le board des gouverneurs. Fait qu'il faut que ça passe par toutes les autres équipes aussi, j'imagine. La Ligue nationale a une agence aussi de real estate qui s'occupe de ça pour faciliter ça. Tout comme la Ligue va en avoir une aussi. Donc, c'est un gros processus. Puis quand je dis le mot real estate, immobilier, c'est vraiment ça que c'est. C'est une grosse transaction aussi d'immobilier. Puis là-dedans, il y a une grosse partie immobilier qui vient en ligne de compte parce que personne qui va avoir le club va hériter du terrain actuel à Canada puis des terrains contigus parce que quand M. Melnyk a acheté ça en 2003 pour 130 millions, ben c'est le terrain de l'Arena, puis c'est tout ce qu'il y a les parkings en ce moment aujourd'hui autour, puis même d'autres terrains que là, il a déjà vendus qu'il ne possède plus. Mais là, la personne va hériter de tout ça. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec ça après? T'sais, on détruit cet terrain-là, exemple, dans 5, 6 ans, 7 ans, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces terrains-là? On peut les revendre, il y a d'autres développements qui peuvent se faire là. Tanger Outlet phase 2, l'autre bord d'autoroute. Ben, c'est exact. Tu peux tout vendre ça après un Claridge Homes à Ottawa, un Mattamy Homes qui peut construire quelque chose. Donc là, tu as de l'argent que tu peux sortir, il faut que tu évalues ça. Puis là, tu viens inclure aussi, ton bail au centre-ville. Parce qu'avec la NCC, tu ne posséderas pas le terrain. C'est un terrain public. Sûrement que c'est un bail de 100 ans, là, 99 ans qu'ils font, ou 30 ans, peu importe c'est quoi. Mais c'est ce bail-là, puis par la suite, tu viens construire ton projet là-dessus qui va être là, mais tu ne posséderas pas le terrain. Fait que tu as plein de facteurs à prendre en considération. Pour ceux qui connaissent un peu moins la région, étant un territoire, c'est 2 provinces séparées par
la frontière entre le Québec et l'Ontario, mais tu as la capitale fédérale, puis il y a des terrains qui appartiennent ni au Québec, ni à l'Ontario. Puis ça, il y en a en Ontario et au Québec, mais c'est des terrains qui appartiennent à la commission de la capitale nationale. Fait que c'est un organisme fédéral qui est propriétaire de plusieurs terres. Je pense qu'il y a le parc de la Gatineau. Il y a toutes sortes d'endroits comme ça qui est spécifique vraiment à cette région-ci, là, à Ottawa-Gatineau. Puis où les sénateurs s'installeraient, quand on parle des plaines Le Breton, c'est des terrains qui étaient protégés depuis des années. Ça fait longtemps que beaucoup de promoteurs veulent mettre la main sur ces terrains-là. Fait que c'est prisé depuis longtemps. On parle de... Je pense qu'il y avait un gros feu dans le temps qui fait que tout ce qui a été mis là, tout ce qui est là est comme contaminé. Donc, il y a tout un travail de décontamination à faire avant de pouvoir aller plus loin. Là. Fait que non, c'est une situation un peu comme s'il y a du géopolitique un peu en même temps mélangé dans toute cette espèce de grosse cette structure contractuelle-là qui va devoir être mis en place. Fait que c'est assez gros. C'est un bon point, Pascal. Puis on parle justement de ce terrain-là, puis de la NCC, la CNN, Commission de la capitale nationale, la CCN, pardon. On arrive avec ces terrains-là, puis justement, il y a un coût de décontamination qu'il faut prendre en considération, qui est évalué à près de 100 millions en ce moment, qu'il faut être perçu par les nouveaux propriétaires. Puis là, on rentre dans un autre point aussi qui est intéressant, puis je pense que c'est ça qui devient encore plus plaisant pour les fans d'entendre, c'est qu'on repart vraiment presque à zéro, dans le sens qu'on a un nouveau maire à Ottawa qui vient d'être élu il n'y a pas longtemps, donc on rebâtit des relations maintenant à partir de rien. Est-ce que le municipal va pouvoir assumer une partie du coût de ça? Ça va être à voir. Là. Est-ce que le municipal va embarquer? Fédéral, provincial, ça va être des négociations à faire. Je pense pas que ça va être majoritaire. Là. Je pense que les nouveaux propriétaires puis le consortium va assumer 60, 70, 80, 90% du coût de développement de la construction, mais peut-être que le municipal va pouvoir embarquer. Il va avoir une entente qui va Contrairement à Québec, là, où tout a été payé par l'argent des contribuables. Le 400 millions est venu complètement de fédéral, provincial, municipal, puis l'aréna est vide. Ça se fera pas. Ça se fera pas, c'est sûr, mais je pense que le municipal, il y a des gains. Je pense que le municipal a des gains quand même à avoir à embarquer. Mais il faut voir à combien, à hauteur de combien, puis il faut voir ce qui les intéresse. On s'entend qu'il y a une station de métro qui débarque là aussi. Il y a potentiellement le tramway de Gatineau qui va aller jusque-là. Fait il y a plein de choses qu'il vont falloir qu'ils prennent en considération avant qu'ils fassent leur offre officielle, puis avant qu'ils déposent justement avant qu'ils déposent leur offre. Imaginez débarquer du O-Train et descendre vers la nouvelle aréna. Comment malade ça serait. Et là, dans ce scénario, le O-Train est fonctionnel, efficace, et ne brise pas. Ouais, c'est ça. Mais on parle d'une utopie ici, là. Non, mais tu viens de Gatineau, tu te stationnes dans le Vieux-Hall, tu marches 15 minutes, puis tu es rendu à la nouvelle aréna des sénateurs. Là, surtout que le Zibi, en ce moment, c'est en train de refaire le pont. Fait que là, en ce moment, le Zibi va avoir un pont avec une belle piste cyclable, un pont avec un accès piétonnier pour traverser qui va être facile. Ça va être encore plus simple de traverser pour aller là. Puis là, tu vas avoir l'été, tu vas avoir le Blues Fest qui va être de chaque côté avec en arrière-plan l'aréna des sénateurs. Ça va être incroyable pour le futur. Le musée de la guerre, puis tout ça, ça va être... Non, c'est... Ça va être magnifique. L'avenir des sénateurs, veut pas, passe par là. Non, puis les propriétaires, ils le savent. Les nouveaux éventuels propriétaires le savent. Puis c'est ça qui les intéresse dans le club. On parle de ce que Ryan Reynolds lui-même a dit, puis il parlait pas de l'aréna centrale, mais un club canadien qui est à vendre de hockey, ça arrive jamais presque. Là. La dernière fois, c'est les Maple Leafs, puis ils sont vendus pour, si je me rappelle bien, aux alentours d'1 milliard, puis ça a été les seules personnes qui pouvaient acquérir ça, c'est des Bell et des Rogers de ce monde. Là, tu as un potentiel de mettre la main sur un club un peu plus petit, mais de le faire grandir davantage. On revient à Ryan Reynolds, lui, il a une maison de production, alors de ça, le faire comme il a fait avec Wrexham, son club qui possède 5e division de soccer en Angleterre, UK, si on veut, là, c'est à Wales. Il va refaire un peu le même principe. Il parlait déjà de faire une émission sur l'achat du club, comment ça s'est fait, sa première saison, puis l'éventuelle construction de l'aréna, inclure ça dans une émission qui diffuserait. La machine marketing en arrière du club, quintuplerait, sextuplerait, ça se deviendrait énorme ce qui se pourrait se faire si un Ryan Reynolds se joint. Fait que je pense que tous les groupes ont l'avantage à le considérer dans leur consortium puis à ce qu'ils soient les propriétaires par la suite. Puis il y a même l'autre rumeur aussi de ce temps-ci, là, on devient plus gros puis on ne sait pas si c'est fondé.
ça serait The Weeknd aussi. C'est pas clair, ça, par exemple. Le chanteur. Tu sais, c'est pas trop clair, mais il y a tellement de rumeurs qui viennent. Ryan Reynolds, c'est le seul qui l'a confirmé, ça, faut se le dire. Mais je vais revenir sur Ryan Reynolds. On a beaucoup parlé de quand Ryan Reynolds est venu à Ottawa voir le match contre les Canucks. Il y a une chose que j'ai pas entendu beaucoup parler, mais Ryan Reynolds était accompagné de 2 gars de son agence de marketing, de son agence de publicité, au match. Oui. Et trois Ouais, ça aussi. Mais... C'est pas la caméra, mais j'étais au match, puis je peux c'était pas Chris Phillips? Ouais, un des il y avait des gars il y avait pas pas mal de plus gros Chris que Neal. Phillips autour. Chris Phillips, pardon. Non, mais ça a l'air de rien, mais ces 2 gars-là, ces deux gars de son agence de publicité n'étaient pas là pour rien. Là. Mais je sais pas, parce que Reynolds habite aussi à New York, un appartement, un condo à New York. Il a fait la route avec ces gars-là. Il venait de faire le Saturday Night Live. C'est Saturday Night Live qu'il avait fait, ou je sais plus c'est quoi le show la veille à New York. Il a pris l'avion le lendemain. Il est arrivé en jet à Ottawa. Il a amené ces 2 gars-là qui sont aussi ses amis, mais qui font partie de son agence de production. Et je pense pas qu'ils les a amenés pour rien, mais je pense aussi que c'est ses 2 amis. Je sais pas s'il faut voir déjà une présomption de ce qui peut se faire, parce que on va se le dire aussi, le match qu'ils sont venus voir, c'était pas la meilleure foule de l'histoire. Une chance que les performances sur la glace n'ont pas l'air à jouer sur la valeur de l'équipe pour l'instant. Ça a été un bon match à regarder pour lui, un match excitant, mais point de vue foule, c'était pas la pire, mais c'était bien. Le plus gros but de Travis Hamonic qu'il va avoir célébré de sa vie, ça va être celui-là, je pense. Parce qu'il s'est levé, il était de même, mais ça n'arrivera plus souvent. Non, mais on s'entend que c'est quoi la valeur de Ryan Reynolds? C'est l'aspect marketing. Fait que ces 2 gars-là, selon moi, ils les ont emmenés probablement pour le fun, oui, mais aussi pour qu'ils puissent tâter le terrain, voir comment on peut pitcher à un éventuel groupe de propriétaires notre vraie valeur, tu sais. Il y a une proposition qui va se faire, il y a quelque chose en... Ouais, il y a la visibilité autour de lui, là, puis étant une personne qui a écouté son émission qu'il a faite sur Wrexham, beau complet, mais je l'ai écouté une bonne partie, c'est très intéressant la façon que c'est filmé, puis il apporte une grosse notion aussi d'humanité là-dedans, où ce qui présente un peu l'entourage du club là-bas, il présente le monde qui travaille, l'implication de la communauté. Donc, tu sais, lui mettrait ça de l'avant aussi à Ottawa. Ottawa, on s'entend que c'est comme Winnipeg, moi je le vois, c'est 2 des plus petits marchés au Canada, où ce qui est un peu... Peut-être les gens suivent moins à l'échelle nationale puis nord-américaine les succès du club, puis le marketing il se passe autour, mais là, outre les joueurs, on viendrait mettre l'avant aussi Ottawa sur la map au complet. Là. Ça, faut pas négliger cet aspect. Oh ouais, c'est la ville aussi qui bénéficie de ça. Là. Oh, la région, la ville au complet viendra bénéficier. Là. Ça, c'est sûr et certain. Peut être certain que... Non, mais il y a tellement de choses qui pourraient se passer. Les plaines de Breton, Ryan Reynolds, Daniel Alfredson qui revient dans le portrait. Ça fait tellement longtemps, on dirait qu'on nous donne des miettes de pain à chaque année. On peut, s'il vous plaît, finir par nous donner un morceau de saucisse? C'est pas ça que t'allais dire, le pain de ménage. Puis, tu sais, les gars, je vais faire un retour sur le cadre plus administratif parce qu'on en parlait justement en début d'émission, puis je leur mentionne souvent. Il y a des coupures chez les Sens depuis longtemps. Il y a des petits départements. Lorsque moi, j'étais là-bas en 2017, c'était à l'apogée de la quantité de gens. Puis depuis ce temps-là, ça fait juste diminuer la quantité d'employés que chez les Sens dans chaque département. Puis à partir de 2019-2020, ça a vraiment commencé à prendre une drop. La pandémie encore plus. Puis ça n'a jamais vraiment remonté trop. Pourquoi? Mais c'est sûr qu'ils savaient que le club allait éventuellement être en vente. Puis on voulait minimiser les pertes le plus possible. Mais là, avec un nouveau propriétaire, c'est un changement complet. Là. C'est des embauches majeures. On vient changer une structure complète. On parle d'un département marketing qui ne sera plus à 4, 5, 6 personnes, mais qui va être à 10, 12, 15 personnes. Là. On vient complètement changer le futur du club à plusieurs niveaux. Pas juste au niveau hockey, mais comme je dis, au niveau administratif aussi. Puis dans les bureaux, les gens qui vont travailler là, ça va faire du bien à la région au grand complet. C'est sûr et certain, un nouveau propriétaire, sans rien enlever à ce que M. Melnyk était et ce qu'il a fait, mais dans les dernières années, c'est sûr et certain qu'il savait qu'il arrivait au bout du rouleau, puis il savait qu'il allait vendre le club lui aussi, éventuellement. Toi, Marco, qui a été, on le rappelle, chez les Sénateurs pendant 5 ans, 12 ans dans l'industrie du sport, quel impact un nouveau propriétaire peut avoir sur les commanditaires que cette équipe-là peut aller chercher?
majeur, surtout si on parle de Ryan Reynolds, mais je veux juste enlever l'effet de Ryan Reynolds. Ces gens-là qui sont, je dis ces gens-là vraiment à l'externe, si on veut, d'une troisième personne, parce qu'ils sont vraiment pas dans le même niveau que nous. Ils vivent dans une bulle de la société qui est à l'extrême, mais ils ont des connexions qui sont aussi là à l'extrême. Donc, ces gens-là, c'est facile pour eux d'aller parler à son ami qui possède telle compagnie, son autre ami qui possède telle compagnie, puis de les amener pour qu'ils viennent ensemble. Monsieur Melnick, c'est ça qu'il a essayé de faire. Monsieur Melnick était rendu à plus de 70 ans. Ses connexions, c'était plus les mêmes. Là, tu as des propriétaires. Je nommais un nom tantôt, là, Jeff York, qui est propriétaire. Mon Dieu, c'est-tu Jeff? Oui, Jeff York, exact. Propriétaire des Farm Boys. C'est sûr et certain qu'on verrait une association, exemple, avec Sobase grandissante avec les sénateurs. Qui est le frère de Jason York, right? Le joueur, le commentateur. Je ne peux pas confirmer, mais peut-être. C'est vrai? Bon, maintenant, c'est encore Oui, parce qu'il en a parlé dans le podcast l'autre jour, puis Jason York a joué pour les sénateurs, puis aujourd'hui, il est avec ce qui est coming in hot, là. Puis ils ont comme fait, puis ils ne voulaient pas trop en parler, mais ils ont comme dit, en tout cas, vous connaissez de qui je parle, puis fait que c'est là que j'ai fait le lien. Ah, bon, mais c'est encore plus. Ces gens-là, comme je dis, sont dans une bulle de la société où ils ont déjà des connexions au niveau, puis ça serait plus facile d'aller chercher peut-être de leurs partenaires, de leurs alliés, de leurs connaissances d'affaires, les amener avec le club. Donc ça deviendrait très positif. Mais sinon, si on veut, comme je le disais tantôt, les sénateurs vont repartir un petit peu à zéro aussi, point de vue relationnel. Je pense pas qu'il va y avoir peut-être un grand ménage qui va se faire à tout l'exécutif, mais il va y avoir assurément une évaluation qui va se faire, puis des nouvelles personnes qui vont rentrer. Puis on va essayer d'aller chercher justement les nouveaux partenaires, puis il va y avoir l'engouement autour de l'équipe. Ryan Reynolds, je le répète, parce que c'est lui qui peut amener le plus de commanditaires, c'est sûr et certain. On regarde ce qu'il a fait avec Wrexham, puis je donne l'exemple parce que c'est flagrant si vous écoutez Wrexham, puis moi, ça m'a, je veux dire le mot flabbergasté. Wrexham, c'est un club de ceux-là qui suivent un peu le football en Angleterre, le soccer, c'est 5e division. Fait que t'as la Premier League, où est-ce que Manchester United et tout joue. T'as la EPL qui est juste en dessous, qui est quand même très majeure. Là. C'est des clubs qui dans les millions de dollars de revenus par année et tout. Ensuite de ça, tu as la 2e division EPL, puis ensuite on tombe dans ce qu'on appelle plus le football en anglais là-bas, la société du FA. Puis eux autres sont dans la 2e division là-dedans. Fait qu'on est rendu 5e division de football là-bas. C'est très bas. Fait que c'est la ligue semi-pro là, au Québec. Là. C'est à peu près ça, là, de hockey. Là. Sont juste avant, sont le calibre, eux autres, juste avant le semi-pro. La ligue en dessous, là-bas, en Angleterre, ça tombe du soccer semi-pro. Fait que c'est vraiment un des plus bas que tu peux être. Et leur logo sur leur chandail, c'est rendu TikTok. Oui, c'est vrai. Ils ont un commanditaire avec du Expedia. Et ça n'a aucun sens. Hey, c'est majeur. On peut enlever Bet99, quelqu'un? Ouais, il y avait beaucoup d'argent dépensé, par contre, Bet99. On va pas se le cacher, là. Mais tu sais, juste dire, justement, Ryan Reynolds, ce qu'il a réussi à faire, c'est d'amener des commanditaires majeurs. Mais quand je dis majeurs avec Wrexham, mais on s'entend que pour un TikTok qui est associé avec Wrexham, ça n'a pas dû coûter le même prix qui est associé avec FC Barcelone. C'est pas du tout... Ou les Maple Leafs, d'ailleurs. C'est ça, c'est pas le même prix. Mais il y en a beaucoup d'autres commanditaires qui sont rentrés avec eux autres. Puis je m'en rappelle plus tout par cœur dans celui que j'ai écouté, mais c'est juste un exemple de ce qui peut apporter un Ryan Reynolds. Puis si c'est un autre propriétaire, mais cet autre propriétaire-là aussi va être capable d'en apporter des commanditaires. Puis ça va créer de l'engouement, c'est sûr et certain. Puis la visibilité vient autour du club, mais qu'est-ce que ça va faire? Mais il va y avoir plus de commanditaires qui vont vouloir venir à cause de cette visibilité-là ou de par les agences marketing qui vont être intéressées de s'affilier au sénateur. Puis je regarde actuellement, je voulais voir les commanditaires. Wrexham n'avait aucun commanditaire. C'était des commanditaires que locaux. Ils sont rendus partenaires majeurs TikTok, ils ont Expedia, ils ont Vistaprint, puis ils ont Aviation Gin, qui était le gin anciennement de Ryan Reynolds. Il l'est plus? Non, il a vendu ses parts, c'est comme ça qu'il a fait beaucoup d'argent récemment. De là aussi son argent, Ryan Reynolds, il était actionnaire minoritaire à je ne sais pas combien de pourcents d'Aviation Gin. Il l'avait acheté, puis j'ai pas les chiffres devant moi, là. Je sais pas si je suis allé vérifier pour vous le dire. C'est pas juste un acteur, là. C'est un homme d'affaires, là, Ryan Reynolds. C'est pas... Non, exact. C'est ça aussi l'intérêt des gens, là. C'est ça, quand je dis des gens, pardon, l'intérêt des de tout le monde, on va se le dire. Si on veut des consortiums. Mais je veux dire, ça ne sera pas juste une mascotte à pavaner devant tout le monde, là. C'est quelqu'un de sérieux qui sait ce qu'il fait et qui a des connexions à proposer lui aussi, là. Oh, ouais, exact. Ils l'ont vendu, je viens d'avoir les chiffres actuellement, là, ils ont revendu. Aviation Gin était vendu pour 610 millions. Puis quand Ryan Reynolds l'avait acquis avec un autre consortium, on ne savait pas toutes les autres personnes,
on parle d'environ 300 quelques millions. Donc, il y a 300 millions de valeur qui a été faite en peut-être 3-4 ans en majeure partie à cause de lui. Fait que, il sait qu'il est capable d'aller faire grandir la valeur d'une marque à cause de son image, puis à cause de ce qu'il peut faire. Puis, il y a un attachement à la ville d'Ottawa aussi, on négligera pas, là. Puis, on revient tout le temps sur Ryan Reynolds, puis je reviens tout le temps sur lui parce que ça serait juste un effet monstre sur la ville d'Ottawa et sur le club. Ça n'aurait aucun sens, c'est sûr et certain. Mais même si c'est pas lui, je reviens aussi à Desmarais. Power Corp a déjà été les 2e, 3e plus riches au Canada. C'est pas du petit monde. Puis Power Corp, je pense, a intérêt à aller faire des gains là pour, je sais pas, compétitionner l'autre méga consortium de médias au Québec. Qui, eux, essayent d'avoir un club depuis longtemps. Power Corp, ça fait partie de leur argent, mais le portefeuille de la famille Desmarais est majeur. Là. Les investissements privés San Paulo, c'est eux autres qui possèdent je sais pas combien de buildings partout, je sais pas combien d'entreprises qui ont des parts. C'est énorme, c'est des milliards de dollars. Ils ont leur loge à l'année encore au sénateur, là, la famille Desmarais. Là. Je sais même pas qui l'utilise. Je sais qu'elle était vide des fois, mais ils ont continué à encourager le club puis d'avoir un aspect local qui est présent. C'est le pavillon Desmarais de l'Université d'Ottawa, c'est pas pour rien. Il y a un gros attachement à la région, puis moi, je serais pas déçu qu'un nom comme André Desmarais soit là. Michael Andlauer aussi, c'est pas un petit nom d'une personne qui possède 20% du Canadien de Montréal, mais ça reste une autre personne de Toronto. T'as pas d'attachement local. Comme les noms que je nommais tantôt, c'est tout du monde de Toronto. C'est différent un peu, cet aspect-là. Le seul autre que j'ai pas parlé comme groupe qui est pressenti ou qui a de l'intérêt, mais c'est le propriétaire de Minto aussi. Le propriétaire de Minto ne viendra pas se mettre seul. T'as Jeff Greenbauer qui est là-dedans. T'as plein de noms intéressants. Mais il reste à voir ce qui va se dérouler devant nous devant les 3, 4, 5 prochains mois. C'est plate que c'est pas public. C'est tout privé ce qui va se passer parce que moi, j'aurais un grand intérêt à savoir comment ça va se dérouler. Puis on le sait des années après. Ça sort des années après. On a su des années après quand Firestone a raconté un peu comment ça s'est passé, quand ils ont eu les sénateurs la première fois. Puis, quand on met que nous, on a 70 ans puis qu'on se berce en lisant notre journal, on va en savoir un peu plus. Ça va être rendu nous les baby boomers dans ce temps-là. Ouais. Je te garantis, Pascal, que tu liras pas un journal quand tu vas à 70 ans. Je sais pas si tu vas lire quoi, mon mais tu vas lire quelque chose qu'on sait pas encore. Marco, c'est quoi ton feeling de l'équipe à date cette année? Coup-ci, coup-ça. Non, mais si on veut parler de hockey, je suis quand même optimiste. Selon moi, le club est à un changement, peut-être 2, là, un changement pas majeur, mais un changement d'avoir beaucoup de positifs autour de lui. On joue mieux que les résultats qu'on a, selon moi. Ça, c'est sûr. Sûr et certain. Les gardiens doivent en donner plus. Ils ont recommencé à le faire dans ces 2 dernières victoires-là. Mais il y en a qui disent qu'il manque, il faudrait changer le coach. Il y en a qui disent qu'il manque un attaquant. Moi, selon moi, il manque un défenseur au club. Mais on va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On est le 29 novembre et apparemment, il y a quelqu'un qui nous a dit tantôt qu'il y avait 5 dépisteurs au match des Canadiens ce soir. On va voir ce que ça va donner. Eric Carlson. Eh là là! Marco, profite de ton temps avec ta famille. Merci beaucoup pour ton temps. Fait plaisir, comme à l'habitude, boys. Fait que je vous souhaite une bonne fin d'automne. Là, tu t'en vas faire du surf, là? Ouais, c'est ça. Ouais, mais pas long, là. Il est un petit peu tard, mais demain, je vous promets. Je vais dire comme Gilles Guilbeault disait, arrête, tu vas me faire broyer. On ressort les bons vieux classiques. Pas le choix. Merci, Marco. Salut, Marco. Merci, guys. Bonne soirée. Et comme on dit, monsieur, un autre de fête. Ouais, un autre de fête. On a encore 2 joueurs blessés. Les boys, félicitations d'avoir passé au travers tous vos virus. De vos enfants, de vos, Moi, j'ai pas d'enfants, de vos conjointes. Non, c'est ça. Moi, j'ai ramassé ça du public. À date, je croise les doigts. Tout va bien dans la famille ici. On s'en va en tournoi de hockey en fin de semaine, par exemple. Donc, mais le truc, c'est de garder le niveau d'alcool assez élevé. Ça garde les... vous savez, les tournois de hockey, c'est principalement pour les parents. La bière, ouais. Plus que pour les enfants. La bière est toujours meilleure en tournoi. C'est clair. Non, mais ça fait du bien c'est tellement... JP, je t'entendais parler pendant l'entrevue comment tu étais
JP Falk, comment t'étais enthousiaste, puis rêveur à tout ce qui s'en vient, puis la dernière fois, on a ri un peu, ça nous a fait du bien. Là, on a rêvé un peu, ça fait du bien aussi. Mais pensez-vous, les boys, que les Sénateurs, là, je sais pas comment ça va vieillir, là, mais qu'ils en ont fait assez dans leur voyage dans l'Ouest pour sauver la job à DJ encore un petit bout? Il me semble qu'ils en ont fait juste assez pour qu'il se passe rien. S'ils avaient tout perdu, là, il se serait passé de quoi? S'ils avaient tout gagné, on aurait dit on est correct, mais là, c'est comme... Ben, moi, j'avais dit au début du voyage, ça prenait 3 victoires et une défaite pour que je sois content. Là, ils ont fini avec 2-2. Fait que je suis pas content. C'est ça. C'est ça. Fait qu'on n'est pas content, mais c'est pas la catastrophe. Ouais. Fait que c'est comme... On continue. On continue comme c'est là. Encore là, on se réjouit encore avec des bagatelles. C'est pas grand-chose, là. C'est ça, des bagatelles. Ben, en même temps, là, comme on a dit tantôt, cette équipe-là joue mieux que les résultats qu'elle obtient. Veut pas. Ouais, mais c'est une ligue de résultats. Je suis d'accord. Fait qu'à un moment donné, mais les résultats vont venir. Les résultats vont suivre. Hey, le but de Claude Giroux. Oui. Sur la passe de Tim Stutzler. Mais avez-vous vu le jeu de Thomas Chabot avant que Timmy ait la rondelle? Comment il a protégé la rondelle? Puis avant ça, on va remonter à la mise au jeu. Right? Tout le monde, on s'est tous dit, parfait, il met Claude Giroux sa mise au jeu en partant. En prolongation maintenant, là, l'équipe qui part avec la rondelle, là, les 2 premières minutes à mettre de la pression souvent. Fait que je pense que c'était plus... Parce que souvent, il commence avec Brady. Là, je pense que c'était la bonne décision de commencer avec Giroux. Envoyer ça dans le fond de la zone pour pas. En fait, il y a 2 choses qui se passent. Soit que l'équipe qui gagne la mise au jeu réussit à prendre le contrôle du jeu puis marque, ou fait une erreur, se la fait enlever, breakaway, puis l'autre équipe gagne. Fait que non, c'est important de gagner à la mise, je pense. Tout à fait. C'était le segment coach avec Pascal. Puis il faut toujours prendre mes commentaires de coaching comme... C'est drôle parce que je suis assistant coach dans l'équipe à Philippe. Je m'occupe des gardiens, principalement de Philippe et de l'autre gardien qui est avec lui cette année. Puis on a un groupe chat, puis je donne mon opinion, mais souvent c'est mon opinion plus au niveau du mood ou c'est plus comment les motiver ou comment... J'y vais pas dans les X puis les O. Puis je dis, quand je m'aventure là-dedans, je lui dis tout le temps... Prenez ça, les gars, comme un commentaire d'un gars qui connaît rien au hockey. Prenez ça avec un grain de sel. Moi, je suis dans un podcast de sénateur, puis je m'appelle Pascal Villeneuve. Je sais de quoi je parle. Non, je vous laisse là. Les X puis les O, je vous laisse ça, les boys, puis je m'occupe de la motivation. Ça s'applique à tous les sports. J'aime ça. L'aspect mental, tu sais. Là. Messieurs, un autre bon épisode. Je vous souhaite le bonsoir. Bye-bye. Bye-bye. Il n'y a pas de mot de la fin. Hein, ouais, c'est quoi le petit terme qu'on dit habituellement? La dernière fois, c'était on va se bidonner. Là. Bah... On va rêver. On va rêver. Ah oui, wow. Merci, bye-bye. Salut. Va te coucher, toi.